Ce soir, on a la chance d'avoir Christian Fauquet, qui est donc responsable et directeur. Alors, il y a un chiffre sur 574, voilà, le numérique Occitanie, SNCF, qui nous précisera, qui représente donc le volet entreprise. On a souvent l'habitude d'avoir 3 collèges représentés, donc là c'est l'entreprise. Anne-Claire Dubreuil, directrice de projet sur le numérique, au sein du SICOVAL, représentante des collectivités, et donc Marie-Lynne Barisic, qui est justement référente de l'association Kitia, qui va nous préciser un peu les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Alors juste avant de commencer, moi je suis pas du tout expert, je suis allé sur internet, je suis allé chercher un petit peu de quoi on parle. Quand on parle d'IA générative, alors là on va essentiellement parler de ce type d'IA ce soir-là. Donc j'ai sorti mes petites notes. Système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, des vidéos et d'autres médias en réponse à des requêtes formulées. Bon, les experts acquiescent, donc je ne me suis pas trompé. C'est plutôt bon signe. Et les relations entre les collectivités et les habitants. De quoi on parle quand on parle de relations? Processus mis en œuvre par une commune ou intercommunalité ou région, vous avez toutes les échelles, donc une collectivité, pour améliorer le traitement des demandes et des démarches citoyennes. Donc ça, c'est sur une définition du CNFPT qui s'occupe des formations des fonctionnaires. Et si on croise IA et relations collectivité usagées, c'est un ensemble de technologies conçues pour faciliter, personnaliser et fluidifier les échanges entre les citoyens et les institutions publiques. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir, qu'on va essayer d'explorer et de découvrir. Et donc la question qui va être un peu développée, c'est est-ce que l'IA générative peut être considérée comme un outil de modernisation administrative ou comme un vecteur de transformation entre les habitants et les collectivités? Ce soir, c'est une question qu'on va vous poser. Très bien. Donc juste pour la séquence, il y aura 3 volets de questions sur de quoi on parle, pourquoi on fait de l'IA et comment on en fait. Et après, il y aura un temps d'échange avec vous. Allez, je ne vais pas trop m'attarder, je vous dis juste quelques chiffres pour ouvrir un peu le sujet. D'après l'Observatoire Data Publica de novembre 2025, donc c'est plutôt une étude assez fraîche, 77% des collectivités de plus de 3500 habitants ont déjà déployé ou testé un système d'IA. Ou prévoient de le faire dans l'année. D'accord ? Un autre chiffre sur une étude pareille de février 2025, donc le premier constat c'est que l'ensemble des études sont relativement récentes, qui montrent un peu l'enjeu. 74% des 18-24 ans ont déjà utilisé une IA, 55% des 25-34 ans et 17% des 60-75 ans. On voit que ça, globalement, ça touche un ensemble de large panel de personnes. Moi, je trouve que c'est intéressant que justement on utilise cet outil-là pour dialoguer justement. Bon, déjà sur le numérique, on n'avait pas réglé toutes les questions justement sur l'usage du numérique. Donc là, effectivement, avec l'IA, on a les problèmes du numérique plus les problèmes de ce nouvel outil qui est arrivé sans crier gare. On n'avait rien demandé à personne. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un moyen aussi, je trouve, de dialoguer autour d'un usage d'un outil justement numérique, tel que l'IA, et d'en co-construire justement l'usage. Alors nous, du coup, chez Kitia, on a justement pris le problème à bras-le-corps. Alors avant même que l'IA soit vraiment utilisée un peu par tous et toutes tous les jours, il y a 3 ans, Equitia a co-construit une charte éthique de l'usage justement de l'IA et des données en général. On est tous des humains et en fait on a tous une existence numérique avec plein de données partout. C'est tout ça, c'est très peu visible pour nous en fait. On est une somme de données pas possible. Et nous, l'idée d'Equitia, c'est justement d'inclure les citoyens dans cette discussion-là du numérique et de notre identité numérique, de ce qu'on peut utiliser, faire, être en tant qu'humain et en gardant un peu la main. Donc la charte éthique qu'a créée Equitia, elle a été co-construite avec des experts de tous bords, publics, privés, académiques. Et après, elle a été mise à consultation et mise en test auprès de citoyens et ça a permis justement de l'enrichir et d'avoir ce dialogue avec des citoyens il y a 3 ans pour co-construire cette charte d'usage en fait qui a 6 piliers autour de l'éthique
qu'on peut avoir pour utiliser les données en général et l'intelligence artificielle en particulier. Et l'intelligence artificielle, en fait, elle se nourrit de données qu'elle trouve sur Internet, qu'elle trouve un peu partout. Plus elle en a, plus elle est contente. Donc voilà, l'idée c'était aussi de cadrer avec cette charte des valeurs, une éthique et de borner l'usage pour qu'il soit à bon escient et avec un impact positif et voilà, avec cette vision citoyenne aussi. Oui, donc en effet, au Sicoval, on a décidé de prendre la question de l'IA sous l'angle de l'inclusion numérique. Pour nous, c'est un sujet qui est important et pour lequel on travaille depuis plusieurs années. On a déjà parlé un peu au CODEV. Depuis 2019, on a des actions et des stratégies autour de l'inclusion numérique. On a une coordonnatrice conseillère numérique au Sicoval qui va au plus près du territoire, au plus près des citoyens de petits villages, auprès des seniors, pour permettre à chacun de comprendre la société dans laquelle on vit. Finalement, c'est ça l'inclusion numérique. C'est pouvoir, certes, être à l'aise dans ses démarches administratives, accéder ou se maintenir dans ses droits, c'est bien sûr une priorité, mais c'est également permettre à chacun de comprendre le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, on a cette accélération d'une technologie qui est hyper invasive, qu'on nous pousse à utiliser, hein, ça c'est aussi une démarche qui est poussée par ceux qui la produisent, cette IA. Et donc, ça nous paraissait important que les citoyens, les habitants, comme ils ont pu comprendre à un moment ce qu'était le numérique et pourquoi c'est utile dans leur vie quotidienne, l'IA aussi, pourquoi c'est utile. Et donc, on s'est emparé du sujet de l'IA à l'interne, auprès de nos agents. Hein. On s'est dit, le meilleur moyen de comprendre ce que c'est d'expérimenter. Donc, on a mis en place une expérimentation, mais avec un cadre, parce que c'est ça dont tu parlais, qui était important pour nous, c'était le cadre de la souveraineté. Donc de pousser une IA souveraine propre aux collectivités qui s'appelle DELIA et qui est donc une IA qui permet d'agir dans un cadre fermé et qui est propre à nos administrations. Et donc on l'a développé certes pour Sicoval, mais aussi pour toutes les communes du Sicoval qui peuvent en avoir aussi l'usage pour produire du texte, pour synthétiser, pour reformuler, enfin, tout ce que fait une IA générative. Et comme on a fait une évaluation qui a été positive, on s'est dit, on poursuit. En 2026, on poursuit avec cette IA. Et pourquoi on veut pousser des IA souveraines? C'est peut-être aussi pour limiter l'usage d'autres IA qui ne le sont pas et qui ont plein d'impacts, soit environnementaux, sociétaux, autour de l'attention aussi, enfin, autour de plein de choses, plein d'impacts qui peuvent être plutôt des risques par rapport aux IA génératives. Donc au Sicoval, on pousse une IA responsable. Et par rapport au cadre, ce qu'on essaie de travailler là très prochainement, c'est une charte de bonne pratique. Donc on va s'appuyer sur les outils qui existent. Il y a plein de collectivités qui produisent des chartes ou des entreprises, et donc de pouvoir la co-construire. On est beaucoup dans ces volontés-là au niveau du Sicoval, la co-construction. Donc la co-construire avec nos directeurs, la co-construire avec nos agents, la co-construire avec le territoire, pour que chacun puisse proposer ces risques, les plus-values autour de différentes thématiques, que ce soit la responsabilité, que ce soit les impacts, que ce soit voilà, tout ce qui compose l'IA. Donc l'idée, c'est de pouvoir déployer peut-être à l'échelle du territoire une charte éthique territoriale co-construite et qui porte les valeurs collectives que l'on a autour d'une IA plus responsable, plus frugale, plus inclusive, plus souveraine, plus éthique. Alors, donc, merci de m'accueillir dans cette instance. Donc moi je représente le groupe SNCF, la partie numérique. Moi il y a des chiffres qui m'impressionnent. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a à peu près 800 millions d'utilisateurs chaque semaine sur ChatGPT. Je pense qu'on est quasiment tous à avoir cet outil en poche. Enfin, l'IA elle est là. Lorsque vous faites une recherche sur Google, lorsque vous allez voir un programme de télé, vous avez des algorithmes qui vont analyser vos comportements et vous faire des propositions. Donc elle est partout. Elle est omniprésente. On a souvent employé le terme de révolution dans beaucoup de domaines, et là franchement, on est sur une révolution qui est en train de changer tous nos métiers. Alors bien évidemment, la SNCF n'échappe pas à cette révolution. Tous nos métiers sont aujourd'hui concernés par l'IA. Par exemple, on a vécu des événements très importants comme les JO. On s'est servi de l'IA pour accueillir des millions de touristes dans nos gares. Nos agents SNCF, ils sont formés pour accueillir des voyageurs dans les gares. Ils ne parlent pas forcément le japonais, le coréen. En anglais, on se débrouille pas trop mal, mais bon, on a aussi quelques difficultés.
on a développé des applications pour, dès lors qu'ils étaient en échange avec un touriste japonais, avec leur téléphone, ils pouvaient créer une relation. Et c'est ce qui a concouru aussi à donner une image d'accueil. Les JO, globalement, ça s'est bien passé en France. Mais pourquoi ça s'est bien passé? On a travaillé beaucoup de sujets en amont, mais il y a eu de l'IA. Il y a eu de l'IA pour la relation avec nos clients dans les gares. Il y a eu de l'IA aussi pour gérer les flux. Quand vous avez des millions de voyageurs qui arrivent dans vos gares, il faut travailler cette donnée. Comment on va gérer ces flux? Donc l'IA nous sert aussi à développer notre donnée. On s'est servi aussi de l'IA pour gérer nos plans de transport. Vous imaginez, quand vous avez des personnes qui doivent gérer des réseaux de trains très complexes, vous rajoutez pendant une période d'été encore plus de trains, donc on est amené à prendre des décisions, parfois des décisions de crise, et de plus en plus aujourd'hui, l'IA vient au service de l'humain. Moi j'aime bien aussi que l'IA reste bien un outil au service de l'humain. Parce que la SNCF se doit de produire en sécurité. Tout notre ADN, c'est vous transporter en sécurité. On va utiliser de plus en plus d'IA. Je rejoins ce qu'ont pu dire Marilyn et Anne-Claire. L'IA, il faut effectivement être vigilant, c'est un très bel outil. Il faut l'utiliser à bon escient. Et nous, ce que l'on tient en tout cas, c'est que l'humain garde le contrôle de l'IA, à la source, pendant et après. C'est très important pour nous d'avoir, je crois qu'on doit en parler aussi tout à l'heure de l'IA de confiance, je ne peux pas anticiper mon propos. Enfin, en tout cas, voilà, pour vous dire qu'elle est partout, elle touche tous les métiers. Alors effectivement, on avait une discussion, celui qui tourne le boulon, bien sûr, on a besoin de tourner un boulon, il n'y aura pas d'IA. Par contre, tous les autres métiers sont touchés aujourd'hui par l'IA. La charte, c'est du coup, comme on disait tout à l'heure, un cadre plus global, qui peut durer plus longtemps en général, et qui peut prendre en compte différents outils en fait. Donc une IA générative et une IA en général peuvent avoir plusieurs objectifs en fait. Ça peut être, comme le disait Christian, gérer des flux de gens qui vont, qui viennent. Ça peut être gérer la température d'une pièce ou plusieurs bâtiments. Ça peut servir à mille et une choses, mais du coup, on peut encadrer finalement la construction, l'usage de l'IA, enfin sa finalité. Et imaginons que voilà, ce soit une IA pour gérer la température de plein de bâtiments et l'éclairage public dans une ville. Bon, à ce moment-là, si cette intelligence artificielle, pour gérer du coup toutes les données qui vont monter, on va mettre des capteurs dans les bâtiments, on va mettre des capteurs de lumière, on va mettre plein de capteurs partout. Ces capteurs-là, du coup, ils vont créer de la donnée. Cette donnée, elle va être traitée, parce que s'il y en a beaucoup, ça vaut le coup d'avoir de l'intelligence artificielle parce qu'elle va très vite et qu'elle peut traiter beaucoup de données. Et en plus se rappeler de ce qu'elle a traité hier, avant-hier, avant-avant-hier, là, ça vaut le coup d'avoir une intelligence artificielle qui va pas consommer trop d'énergie. Parce qu'en fait, tous ces calculs-là, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'électricité, mais ça coûte aussi de l'eau pour refroidir directement donc les centres de données qui hébergent les données, déjà parce qu'elles sont stockées à des endroits, on les garde dans les lieux chauds, on les garde pour plus tard. Et en plus, du coup, les puces qui vont faire les calculs, elles sont aussi dans les mêmes centres de données. Donc tout ça, ça fait beaucoup de chaleur et il faut le refroidir. Et en plus, l'électricité qu'on a en France, elle est quand même en grande partie produite par des centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires, c'est pareil, ça fait beaucoup de chaleur, l'atome, la fission. Donc du coup, faut aussi refroidir les réacteurs nucléaires. Donc il y a quand même une consommation d'eau associée à ça, d'accord? Donc si on se dit, tiens, on va économiser de l'énergie, on va sauver la planète en faisant moins chaud, en gérant le chauffage, en gérant l'électricité, en gérant l'éclairage public, etc. Ouais, ça peut à la limite être utile si on a bien réfléchi à comment va fonctionner cette intelligence artificielle-là pour prendre que les données dont on a réellement besoin, donc bien y réfléchir, et finalement bien identifier l'objectif des calculs qu'on a à faire. Sinon, au final, on va utiliser encore plus d'énergie pour faire tous ces calculs et finalement, on va pas utiliser grand-chose. Ce que j'aime bien dans cette notion de co-construction, c'est qu'elle permet de remplacer l'humain aussi dans le débat avec l'IA. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec de l'IA, aujourd'hui, j'étais
vous savez, il y a un terme qu'on appelle le prompt. C'est la question, la requête que vous allez faire sur un système d'IA. Alors, d'abord, il faut aussi avoir une bonne data. L'IA, je rappelle juste, c'est un algorithme qui va tourner de la donnée et qui va vous produire le résultat qui est le plus probable. Donc c'est une moyenne. Si votre data n'est pas bonne, le moteur qui va tourner, il va produire un résultat qui n'est pas bon non plus. Donc nous, entreprises, on est très vigilants sur la matière que l'on confie aussi à l'IA. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la notion de co-construction. Si on interagit mal avec une IA, elle vous donne un résultat qui est très moyen. Et je pense que nous, en tout cas, on veut que les cheminots qui utilisent de l'IA soient formés et soient des utilisateurs éclairés. Et plus on dit à une IA quel est le niveau d'exigence que je veux avoir, quelle est la précision que je veux avoir, plus le résultat sera adapté et la réponse sera qualitative. Et moins on consommera d'énergie aussi, parce que si vous donnez des instructions qui sont moyennes, vous allez revenir sur le sujet en permanence, donc vous allez générer de la consommation, et derrière, ça a un impact énergivore. Donc moi, j'aime bien cette notion de co-construction pour dire, c'est pas toi qui décides, au final, c'est moi qui décide, je te dis qui je suis, quel est le niveau d'exigence que je veux avoir, et je la challenge. Mais j'accepte pas sa réponse généralement en l'état. Donc j'aime bien cette notion aussi de co-construction parce qu'elle est responsabilisante. Un ChatGPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle générative. Donc voilà, on va poser une question, il va nous écrire un texte, il va nous faire une image, maintenant de la vidéo. Donc ça, c'est un système qui est ouvert. Donc cette intelligence artificielle, elle est libre hein, de droit. Donc un informaticien qui sait faire peut récupérer le code, hein, parce que voilà, un logiciel, un outil numérique, il est fait à base de code. On peut récupérer le code, n'importe qui peut récupérer le code pour créer sa propre intelligence artificielle, moyennant les puissances de calcul dont on parlait tout à l'heure. Enfin, il y a quand même après derrière voilà, le bon matériel. Et ChatGPT, par exemple, va aller sur Internet pour prendre toutes les données qu'il peut trouver, sans restriction. Hein. Donc il y a plein de petits robots qui vont aller sur tous les sites Internet qu'ils peuvent, dans le monde entier. Enfin, plutôt là sur ChatGPT, il y a plutôt des données qui sont quand même anglo-saxonnes encore. Hein. Il y a entre 70 et 80% des données qui sont américaines ou anglo-saxonnes. Hein. Du coup, voilà, ça occasionne aussi un certain nombre de biais. Hein, parce que du coup, l'IA, voilà, c'est de la probabilité. Donc, si les données, elles sont plutôt d'un côté ou de l'autre de la planète, on dit pas les mêmes choses en Chine que ce qu'on dit aux États-Unis, hein, d'accord ? Donc, effectivement, ça va occasionner potentiellement certains biais hein, dans les réponses. Donc, ça, c'est plutôt des IA ouvertes. Et après, à défaut, on peut dire à une intelligence artificielle générative, tu vas aller, comme l'expliquait tout à l'heure Anne-Claire, tu n'as que certaines données à ta disposition, et c'est moi qui les ai sélectionnées, c'est moi qui les mets à jour, et c'est moi qui te dis quoi aller chercher pour créer justement les réponses. Et du coup, on va prendre un corpus de données qui est fermé, qui est sélectionné, et du coup, ça va aussi permettre de fiabiliser les réponses, et aussi d'éviter de violer la propriété intellectuelle hein, des fournisseurs des textes ou des images qui ont été prises par l'IA. Justement, pour Christian, système ouvert ou système fermé à la SNCF? Et après, une autre question justement sur comment identifier les erreurs et les biais qu'il peut y avoir dans le cadre de mise en place du modèle. Alors, système fermé, pour la simple et bonne raison que vient de souligner Marie-Lise, on prend l'exemple de ChatGPT. En août 2024, ChatGPT sortait à peu près 34% de réponses fausses. En août 2025, à votre avis, ça a baissé, ça a augmenté Ça a augmenté de 7 points. 40% de réponses fausses sur ChatGPT. Donc la SNCF ne peut pas reposer son système sur les réponses fausses, sachant qu'aujourd'hui, il y a une géopolitique de la donnée qui est très forte. Donc,
certains pays ont tendance à déverser sur le web des informations qui sont fausses pour biaiser des résultats. C'est une utilisation stratégique aujourd'hui de l'IA qui est en train de se faire. Donc la SNCF aujourd'hui, je l'ai rappelé, c'est un réseau de transport qu'on veut le plus fiable possible. Donc on a mis un système fermé. On a un peu plusieurs dizaines de milliers de référentiels. Donc on a créé notre périmètre qui est sécurisé. On a mis tous nos référentiels. Donc les référentiels, on sait qu'ils sont bons, on les a faits. Donc tous nos agents peuvent travailler maintenant sur cette base documentaire qui est certifiée. Alors juste pour préciser, un référentiel, un petit exemple. Un référentiel, par exemple, ça va être un référentiel de comment circule un train en toute sécurité. Un référentiel, ça va être RH, toutes les règles RH qui régissent les 190 000 collaborateurs de la SNCF. Donc quand vous posez une question RH, vous avez vraiment envie d'avoir une réponse très précise. Voilà, donc ces référentiels, ils sont certifiés, il y a des experts qui ont travaillé dessus. C'est pour ça que le sujet de la donnée est très important. Donc, notre donnée, elle est sécurisée. On a créé une frontière entre le web et nous. Donc cette donnée, nous avons pris ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui sur le marché en termes de moteur de recherche, d'algorithmes, ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model. Donc on a ChatGPT, on a Gemini, Anthropic, Google, on a Mistral. Voilà. On a pris ce qu'il y avait de très très bon, ce qu'il y avait de moyen et ce qui était faible. Pourquoi? J'ai eu une discussion aussi par rapport à l'impact énergétique. Si vous faites une réponse, si vous faites une question complexe, là il faut aller chercher un modèle complexe. Mais si votre question elle est simple, il vaut mieux aller chercher un modèle simple. Donc on a une quinzaine aujourd'hui d'opérateurs dans cette plateforme, ce qui nous a permis de baisser de 40% notre impact énergétique. En ayant uniquement ce choix qui est fait par rapport au prompt. Et le prompt, il y a une difficulté aujourd'hui à faire du prompt, c'est pas évident. Donc on a créé aussi une petite baguette magique. L'agent clique sur cette baguette magique et tout d'un coup son prompt qui était moyen devient très bon. Et là encore, ça nous a permis de faire baisser le niveau d'interaction avec l'IA, parce que plus j'interagis avec l'IA, plus je la questionne, plus je vais consommer d'énergie. Et après, quand j'interviens dans les formations, je dis souvent une chose, n'utilisez pas l'IA pour n'importe quoi. Si vous voulez la recette du cake au citron, eh ben on va appeler la tante, qui le fait très bien, ça créera de l'interaction sociale aussi, et je verrai la recette. Si la tante n'est pas disponible, je vais aller sur Google, c'est ce que vous disiez aussi, et là je vais consommer 20 fois moins d'impact carbone que si j'étais allé sur l'IA. Or aujourd'hui, on voit des gens qui installent leur téléphone dans leur voiture et qui vont se servir d'une IA comme un modèle de conversation. Et là, on a tout faux. Tout faux. Sur le plan social et sur le plan environnemental. Et qui paye? Vous connaissez l'adage, voilà, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, du coup, qui paye? Alors, en fait, elle est complexe, cette question. Parce qu'en fait, de toute façon, on ne sait pas qu'on paye. En fait, on est, c'est ce que je disais en amont là, on est, nous, d'accord, on est des humains, voilà, on peut se toucher là, on est réel, mais en fait, on est une somme de données. Et ces données-là, en fait, on les voit pas forcément. Ces données, c'est par exemple, voici, des fois on les voit quand il y a un robot là qui nous appelle au téléphone là, hein, et qui veut nous vendre des trucs. Vous êtes d'accord? Bon, pourquoi? Eh ben, c'est qu'en fait, votre numéro de téléphone, il devait apparaître sur une liste qui a été vendue une fois, revendue. Donc ça génère de l'argent. Déjà. Après, je sais pas si vous avez enfin, je prends des exemples, hein. Si vous avez par exemple un mail, une adresse mail, une messagerie, qui a Gmail? Mais vas-y, levez la main. Qui a Gmail? Eh ben, vous générez de l'argent. Eh ouais, parce que si vous avez un compte Google, alors Google peut aller voir tous vos emails, tout ce que vous recevez, et revendre après votre profil, vos données à plein de gens. Okay, donc, et ça finance notamment, voilà, Google produit aussi des intelligences, pas une intelligence artificielle, et du coup, ça peut aussi, c'est une partie de la rémunération et ça produit beaucoup d'argent. Prompt ou pas prompt, cake au citron?
La météo, prompte ou pas prompte? Voilà. Bon, vous avez une certaine maturité par rapport au sujet, mais moi je donne des cours en fac, et c'est 100% prompte surtout. Y compris ma copine m'a quitté, qu'est-ce que je dois faire? Comme disait tout à l'heure Christian, c'est du probabilisme, c'est pas quelqu'un qui discute avec vous, c'est des statistiques, c'est des modèles mathématiques. Donc en fait, si on décrypte pas ça, on se dit qu'on a une vraie personne humaine en face, et plus on discute avec elle, plus elle sait qui on est, mieux elle sait nous répondre. Donc on a encore plus l'impression d'avoir un copain. Donc vraiment, je disais tout à l'heure, utile, pas futile, toujours penser à la réalité du besoin qu'on a. Et je parlais d'une charte tout à l'heure, une charte des usages. Donc des usages pratiques, comment on doit utiliser l'IA générative au Sicoval. Et bien dans cette charte, ce sera, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser l'IA par rapport à ce que je projette comme usage? Avant de venir, j'avoue que j'ai fait quelques synthèses rapides sur Delibia, sur un rapport du Shift Project. Bon, là, je me suis dit, j'ai pas tellement le choix. Si je commençais à tout lire, je vais pas y arriver. Et je lui ai demandé de sortir les éléments principaux de l'impact environnemental de l'IA. Donc voilà, utile, pas utile, et vraiment se poser toujours la question, est-ce que j'ai besoin d'utiliser l'IA à ce moment-là? Et peut-être, si vous avez des enfants, des petits-enfants, leur dire, bah oui, on peut encore faire des recherches sur Google, quoi. Ça mange beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de ressources pour des usages qui sont basiques. Mais on sent qu'il y a une espèce de d'aisance relationnelle et conversationnelle, surtout avec cette IA, qui fait que finalement, notamment les jeunes, ils vont très facilement vers ça parce qu'il y a un échange qui n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de poser 36 questions, il répond, il aide à affiner la réponse, il aide à faire les devoirs, voilà. Donc il y a une vraie... on va développer des jeux, on en parlera tout à l'heure dans le cadre des cafés IA, où il y aura prompt ou pas prompt, justement pour s'éveiller à la pertinence de l'utile et du pas futile. Alors, justement, Anne-Claire, pour compléter justement cette question-là, si on revient sur la question des relations aux usagers, est-ce qu'on ne peut pas imaginer ou anticiper un changement de posture où des usagers vont littéralement tout demander à l'IA avant de contacter la collectivité sur des enjeux avec la collectivité? Alors, c'est là où on a peut-être une responsabilité d'informer que, en effet, l'IA, c'est du probabilisme, donc ça paraît vrai, mais en fait, c'est pas vrai. Voilà, ça paraît véridique, mais en fait, la réalité peut être complètement, surtout quand on utilise des modèles qui connaissent un peu l'administration française, parce qu'on a nourri quand même l'administration française, nourrit très largement les modèles américains aujourd'hui. Donc elle s'enrichit, mais avec des biais, avec des erreurs, des hallucinations. Donc nous, on a tout intérêt en tant que collectivité à dire si vous recherchez des informations, allez sur les sites internet, appelez-nous, on a encore heureusement des guichets physiques, et d'alerter sur le fait que l'information qui sera donnée peut être fausse, pas forcément, mais elle peut être fausse, ou pas à jour, ou voilà. Comme parfois vous allez sur Google et vous voyez que les informations des horaires de la piscine ne sont pas justes. Et on vous conseille plutôt d'aller voir quand même sur les sites internet des collectivités plutôt que d'aller voir sur Google pour chercher des informations pratiques. Alors peut-être pour illustrer des choses que l'on fait au Sicoval, j'étais dans une réunion encore il y a 2 heures là-dessus, on est en train de créer un assistant pour les agents d'accueil, donc il n'y aura pas directement de relation avec les usagers, mais c'est pour améliorer le fonctionnement des services d'accueil, soit il y a quelqu'un qui arrive, soit on a envie d'homogénéiser la réponse, et donc en fait elles ont créé une base de connaissances fermée, qu'elles vont pouvoir aller interpeller pour dire, ben voilà, j'ai telle question qui se pose, je suis un locataire, j'ai besoin d'un bac, etc. Ben, quelle est la réponse que je peux apporter? Et donc on est en train de travailler avec la société de Delibia, ces assistants. Et là, ça me paraît utile. Elles sont vraiment pris au jeu, ces agents d'accueil, qui toute la journée reçoivent des coups de fil, leur posant plein de questions. Ben là, elles seront en mesure d'apporter une réponse peut-être plus rapidement, donc de prendre plus de coups de fil. Et aujourd'hui, elles montent en compétences aussi, donc c'est de la reconnaissance, c'est de la valorisation, c'est ça y est, je sais reformuler des choses facilement parce que l'IA m'accompagne là-dessus. Et là, je pense que l'IA peut être utile. Donc en tout cas, au Sicoval, on a pris une posture, comme à Toulouse d'ailleurs, qui a été délibérée récemment là-dessus. Ils ont fait une délibération qui dit qu'il n'y aura pas directement de relation entre l'usager et l'IA. Ici, les Moulineaux, par exemple, allez voir ici GPT, certains membres du CODEL ont eu un entretien avec le responsable de lycée Moulineaux de ce projet-là. Et là, c'est l'IA qui répond, qui va regarder dans le site web et qui répond de manière plutôt intéressante aujourd'hui à la question qui a été posée. Nous, c'est pas le choix qu'on fait. Sicoval, c'est pas le choix qu'on fait. Toulouse Métropole, c'est pas le choix qui est fait non plus. On propose plutôt des outils d'amélioration peut-être, ou d'accélération, ou de facilitation à nos agents d'accueil
pour après apporter la réponse à l'usage. Ça évoluera peut-être, mais les choses vont tellement vite que peut-être dans 5 ans, on aura des chatbots directs, des assistants qui parleront directement aux usagers. Alors, la SNCF, par rapport à l'IA, elle a on est 4000 dans le numérique qui travaillons sur ces sujets, pas que l'IA, mais on a une capacité de faire de l'IA. Donc la question, c'est que les chefs de projet qui travaillent sur ces sujets d'IA aujourd'hui, ils sont formés à ce que l'IA soit accessible, qu'elle soit la plus simple possible, elle soit aussi éco-conçue. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est que nos systèmes numériques durent le plus longtemps possible et soient, comme tu le disais aussi, les plus frugaux possibles en termes d'énergie. On ne peut pas se prévaloir de faire d'être un des leaders dans le mode de déplacement décarboné. Quand vous prenez le train, c'est 20 fois moins d'impact carbone que l'avion, et d'avoir une politique numérique, à l'inverse, qui serait énergivore. Donc la direction numérique, elle est dans cette ligne directrice d'un numérique qui est humain et d'un numérique qui est le plus frugal possible. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les solutions qui sont offertes sur le marché, vous le disiez, elles sont énergivores. Donc pour l'instant, on fait aussi avec l'état du marché. Notre choix, en tout cas, c'est de ne pas prendre des marchés non plus trop longs avec des fournisseurs pour ne pas être pieds et poings liés pendant des durées trop longues avec eux. Donc on teste. Donc aujourd'hui, notre stratégie, elle est de déployer cette IA auprès de l'ensemble des collaborateurs. C'est ce qu'on appelle un peu la pratique test and learn. On a eu un président, Jean-Pierre Farandou, qui a dit et qui a inscrit dans les risques industriels pour la SNCF à rater le virage de l'IA. Donc c'est fort. Il a clairement dit, c'était il y a 3 ans, je veux réussir le virage de l'IA. Et je pense que sa force, c'est de se dire, et c'est souvent le cas à la SNCF, on ne peut pas réussir des transformations si le terrain, les agents, ne sont pas impliqués dans ces transformations. Le COMEX de la SNCF a décidé, tous les comités de direction de la SNCF ont été également formés, ou sensibilisés plutôt, à l'IA. Le but, c'était pas qu'ils deviennent des experts de l'IA, mais c'est qu'ils en comprennent les enjeux, les risques, le potentiel. Donc on a travaillé cette acculturation, et maintenant on est à un niveau d'acculturation auprès de l'ensemble des collaborateurs de la SNCF. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est les dialogues qu'on peut avoir. Parce que croyez-moi, sur les 190 000 cheminots, il y a des pour, il y a des contre, il y a des dubitatifs. On a des vrais débats sur l'emploi, mais il ne faut pas trop anticiper les questions qu'on pourrait avoir. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, il n'y a pas d'expert en IA aujourd'hui. Ça va tellement vite que qui peut dire qu'il est expert en IA? Nous-mêmes, parfois, on se fait la réflexion, on assiste à des conférences, très bien, mais comment dirais-je, il y a très très peu d'experts d'IA. Par contre, nous, on est plutôt des personnes qui vont être vigilants. Et si je suis là aussi, si je travaille souvent avec Anne-Claire ou avec Marélie, d'ailleurs, la SNCF est aussi membre d'Equitia, c'est parce qu'on veut travailler en confiance. Donc on veut comprendre ce qui se cache derrière l'IA, on veut travailler en confiance avec nos IA, et on veut surtout que nos collaborateurs soient impliqués et qu'il y ait de l'échange. Plus il y aura un dialogue citoyen autour de l'IA, plus on pourra aussi éclairer notre propre perception de l'IA, être acteur, et aussi, quelque part, influer les décisions politiques qui auront lieu sur l'IA. On a quand même la chance, aussi quand même, en Europe, d'avoir l'IA Act qui nous protège aussi. Les Chinois n'ont pas de réglementation sur l'IA. On peut faire de la reconnaissance faciale, on peut faire de l'analyse biométrique en Chine, comme on peut le faire également aux États-Unis. Moi, je considère que c'est une chance en Europe d'avoir un règlement qui nous garantit que l'IA doit respecter nos libertés individuelles, doit respecter l'humain. Donc la SNCF, tu l'as souligné, aussi global, veut travailler sur une charte. Nous-mêmes aussi, on a rédigé une charte et un code d'usage de l'IA. Alors oui, je reviendrai vraiment sur l'aspect informé, sensibilisé, puisque du coup, nul n'est, tout le monde est touché, on va dire, par cette vague de l'IA.
Et au final, les problèmes qu'on avait déjà sur l'inclusion numérique, et finalement, on les retrouve fois 1000 avec encore avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas, parce que l'IA permet aussi de complexifier plein de démarches en fait, administratives. Et du coup, en fait, ça crée un peu un cercle vicieux quelque part sur, notamment, comment je peux encore réaccéder ou re-remplir de l'administratif sans finalement que ce soit trop complexe. Il y a déjà là un fossé qui s'est créé juste avec le numérique, avec tous les usagers. Donc là, avec l'IA, on pourrait encore complexifier justement ça. Du coup, d'avoir un dialogue citoyen, notamment avec des outils comme les cafés IA qui sont en train d'être développés en France. Donc c'est des moments citoyens, un peu comme on est en train de le faire maintenant en fait. Pour échanger avec des experts, mais des experts qui, ou pas que, mais des gens qui se sont posé la question de l'usage de l'IA, de ce que ça représente derrière, et de dialoguer justement sur les bons côtés, les mauvais côtés, ce que ça peut créer justement dans le quotidien, dans la société, et au final d'en tirer un peu des grandes lignes comme ça qu'on peut retenir pour qu'après ça puisse aussi remonter un peu plus haut sur les collectivités ou sur des entreprises dont on peut être usagé. Peut-être pour répondre plus précisément à la question que tu posais, c'est comment l'IA peut faciliter l'inclusion, mais sur les aspects plus techniques. J'ai souvenir pour ceux qui étaient peut-être au speed dating qu'on avait organisé en novembre 2024 pour les élus, le CODEV, la CCSPL, il y avait une société qui était là et qui avait présenté un outil sa sœur était sourde à cette personne-là, cette responsable d'entreprise, et il avait construit un outil qui utilisait l'IA et qui permettait à sa sœur, qui était sourde, de plaider. Elle était devenue avocate. Donc ça lui avait permis, à travers cet outil-là, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir recevoir aussi sourde et muette, bien évidemment, et donc de pouvoir plaider. Donc c'est pas rien d'avoir fait ses études. Et en fait, typiquement, un outil d'inclusion aussi. C'est pour ça que nous, on voit beaucoup le côté aussi risque et prévention, et il est important parce qu'on voit bien, en effet, la consommation d'eau, d'énergie, de ressources, de minerais, de guerre au Congo, parce que finalement, derrière, il faut bien le produire, ces espèces de microprocesseurs, ces GPU, tout ça qui alimentent l'IA, et ça se passe dans des pays où il y a des problématiques de conflits armés. Il y a les travailleurs du clic, là, qui sont derrière à chaque fois, puis vous en faites partie, parce que quand il y a les CAPTCHA, là, où vous dites de voir où il y a des motos, des vélos, des machins, là, vous faites travailler les IA derrière. Mais il y a derrière des gens aussi qui sont les travailleurs du clic, qui toute la journée, pour certains étaient médecins, je pense à Madagascar, et qui aujourd'hui sont travailleurs du clic. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut avoir derrière la tête quand on utilise de l'IA. Et donc, du coup, j'ai perdu... Sur l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, je suis partie très loin. Je suis partie très loin, mais pour dire oui, on voit beaucoup les risques, mais il y a aussi du potentiel, et donc typiquement ce type d'outil qui utilise de l'IA et qui permet à des personnes en situation de handicap de communiquer. On va passer la parole à Christian, et après je voudrais juste une présentation de ce qu'on appelle des cafés IA, justement. La question, elle est hyper importante, parce qu'aujourd'hui en France, on a quand même entre 15 et 18% de personnes qui souffrent d'électronisme, qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'ordinateur, avec un smartphone. En disant ça, j'ai parfaitement conscience que la SNCF, de plus en plus, a digitalisé, a numérisé ses services. Aujourd'hui, vous voulez un billet de train, ça va être Internet, ça va être le smartphone. Vous le savez, pourquoi ? Parce que, effectivement, 95% de nos ventes aujourd'hui sont faites sur des canaux numériques. Donc on a effectivement adapté la présence des agents en lien. Je pense que le sujet de l'inclusion, il faut vraiment en avoir conscience. Et nous, ce qu'on veut, c'est du transport pour tous. Donc si on reste avec 18% de personnes qui sont en marge du numérique, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'elles soient aussi dans nos trains. Donc la première chose aussi, là je parle au nom de grands groupes comme le nôtre, c'est de continuer aussi à investir, à financer, c'est le terme plus approprié je trouve d'ailleurs, à financer les associations qui travaillent sur le sujet de l'inclusion numérique.
Première chose, on a une responsabilité sociétale, d'autant plus qu'on est consommateur et on fournit des solutions qui sont numériques. La deuxième, c'est de faire en sorte aussi que nos agents, qui sont dans les trains, qui sont dans les gares, soient aussi en capacité d'expliquer comment fonctionne une application. Donc ça, c'est aussi une manière, et dans les chefs de bord, maintenant qu'on appelle essentiellement les contrôleurs, à une époque, quand vous vouliez un contrôleur, c'était inavant. Voilà, parce que je suis un pas. Vous avez remarqué, depuis quelques années, on a développé cette notion de service, et moi, je vois souvent dans le train, j'observe le contrôleur face avec quelqu'un, jeune ou pas jeune d'ailleurs, qui est pas à l'aise avec un téléphone, il va l'aider, il va lui expliquer comment fonctionne l'application. Et le troisième vecteur, c'est de faire en sorte que nos applications et nos systèmes soient les plus accessibles possibles. Donc à la fois continuer, il y a un travail d'association qui est remarquable, il faut continuer effectivement à les aider. Donc nous on le fait aussi, on a une fondation SNCF qui soutient ce associatif. Faire en sorte que nos agents aussi soient des aidants, des facilitants, et construire des solutions les plus simples possibles. Alors, en effet, sur l'inclusion numérique, j'en parlais tout à l'heure en disant que c'était un sujet important pour le Sicoval et depuis 2019 avec une stratégie de recrutement du conseiller numérique qui a la fonction d'aller au plus près des habitants, mais aussi de coordonner un réseau d'acteurs qui sont des centres sociaux, qui sont des tiers-lieux, qui sont des médiathèques, etc., pour qu'il y ait une montée en compétence aussi de ces acteurs pour apporter le meilleur service à notre population. Donc, Hélène coordonne le réseau des acteurs de la médiation numérique. Ça se traduit par des petites lettres d'information, par des formations. On va faire prochainement une formation sur l'IA à nos acteurs de la médiation numérique, et ça va rebondir sur les cafés IA. Donc en fait, elle a un rôle vraiment important de structuration d'un maillage à l'échelle du Sicoval pour que le meilleur service soit apporté au plus près de la population, et avec cette montée en compétences qui permet à chacun d'avoir aussi un service un peu homogène. À une époque, on avait fait signer une charte d'ailleurs dans cette salle-là aussi, pour permettre à chacun de respecter un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient importants autour de l'inclusion numérique. Donc on est très actif sur ce sujet-là et on continue. L'IA n'est qu'une technologie de plus dans le numérique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, l'enjeu pour nous, c'est que personne soit laissé au bord du chemin s'il souhaite comprendre de quoi on parle. Après, s'il n'a pas envie du tout d'utiliser, et j'entends monsieur qui ne l'utilise pas pour plein de raisons, moi je ne l'utilise pas à titre personnel, mais je l'utilise à titre professionnel. C'est des choix aussi qu'on peut faire à un moment. Donc c'est que chacun soit en capacité de comprendre de quoi on parle. Parce que son enfant, son petit-enfant, n'importe qui autour de lui en parle et de qu'est-ce qui se passe autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a développé les cafés IA. Donc les cafés IA. Donc c'est un format de rencontre entre des citoyens et des experts, des médiateurs numériques, en tout cas qui savent ce que c'est l'IA, et pour créer justement des temps d'échange citoyens pour parler de cette technologie-là. Donc à la base, c'est l'État qui avait proposé ce format. Donc c'était le Conseil national du numérique. Finalement, il n'y a plus de Conseil national du numérique, mais quand même il y a encore des cafés IA. Donc le café IA, n'importe qui peut s'en saisir, mais il y a quand même des ressources à disposition, justement des petits formats d'animation qui permettent justement de se questionner collectivement, de découvrir ce que c'est l'IA, déjà de monter un peu plus en compétence sur ça, sur l'histoire de l'intelligence artificielle, sur les usages de l'intelligence artificielle, sur comment on peut, à quoi ça peut être utilisé, quelles sont ses limites. Voilà, là on en a cité pas mal. Et du coup, il y a plein de formats qui peuvent exister, qui peuvent du coup être animés par des médiateurs qui sont formés ou des experts. Donc on a monté un projet collectivement, donc avec le Sicoval, la SNCF, la Mêlée, qui est une association sur le numérique à Toulouse, et le conseil départemental de Haute-Garonne, et la Poste, merci. Du coup, voilà, tout ce groupement-là, ces partenaires, on s'est groupés pour créer un projet afin de structurer justement la mise à disposition de ces cafés IA, qu'on puisse en faire de manière beaucoup plus facile, qu'on puisse trouver des acteurs, en fait, publics, des collectivités, puissent se dire, tiens, moi j'aimerais bien faire un café IA dans la commune, je fais comment? Du coup, on est en train justement de créer ce projet-là pour qu'ils puissent avoir un point de chute, on va dire, pour justement créer un café IA dans leur commune et en faire du coup régulièrement avec des médiateurs qui sont formés et qui savent faire. L'idée, c'est aussi d'en faire dans des lieux où les citoyens passent. Donc ça peut être des médiathèques, c'est chouette.
ça peut être aussi la place du marché, et ça peut être aussi les gares, les bureaux de poste. Et donc on réfléchit justement à des formats qui sont moins longs, en fait. Voilà, c'est pas 1h30 pour en parler, mais ça peut être 10 minutes. 10 minutes à la gare pour parler justement de l'IA, se renseigner, obtenir une information, et que ça, en fait, ces formats-là, on aille vers les citoyens, plutôt que d'avoir uniquement justement des formats comme ça où faut être dispo pendant 1h30, c'est pas forcément évident. Donc avec ce projet-là, l'idée c'est d'aller dans toute la région Occitanie et de mettre en action là tous ces acteurs-là pour que justement les citoyens peuvent avoir des lieux d'échange, des lieux de rencontre comme ça sur l'IA. Alors, en effet, sur cette question, elle est importante. Donc, avant de déployer l'IA dont je vous parlais tout à l'heure, de l'IA, on a acculturé sur un webinaire d'une heure avec notre strate hiérarchique, c'était donc le DGS qui a pris la parole. J'y étais également, les systèmes d'information, la DSI était présente également, pour dire quelle IA on veut aussi global. Aussi pour pouvoir poser le cadre, de dire c'est une IA responsable, donc éthique, souveraine, avec le moins d'impact possible, pour préciser et peut-être avoir un échange aussi. Du coup, on parle de citoyens, mais on parle aussi de nos élus syndicaux, d'avoir un échange avec ces organismes syndicaux pour dire voilà dans quoi on s'engage. Et on s'est engagé, donc, comme tu disais, à faire une évaluation au bout d'un an des usages. Et donc on l'a fait sur un plan quantitatif, sur un plan qualitatif, et on a fait ce qu'on appelle des focus group, donc des petits ateliers sur les communes et auprès des agents, pour essayer de comprendre quels étaient les usages, est-ce qu'il y avait un intérêt, quelles étaient les limites, quelles étaient les craintes, etc. Alors, le constat qu'on peut faire globalement, c'est que le niveau de maturité, à l'époque, on a fait cette enquête en juin, donc ça faisait 7-8 mois que les gens utilisaient, n'était pas forcément très élevé, parce qu'il faut quand même s'approprier les outils, comprendre, rentrer dedans, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on en ferait l'analyse, on n'aura pas tout à fait les mêmes résultats. En tout cas, ce qui est ressorti, c'est quand même beaucoup de prudence et de la question de la sécurité des données, de la protection des données est ressortie en premier, cette question-là. La question également de l'impact environnemental est ressortie très fortement, parce que on porte cette dimension au niveau de la politique publique, sur la transition écologique, donc c'est ressorti fortement. Également ressorti fortement les pertes cognitives, la peur de perdre des compétences en les déléguant, et donc comme tu disais tout à l'heure, avoir toujours la maîtrise, c'est important pour pas tout déléguer son cerveau à une IA et reprendre aussi la main. Donc on a pu identifier quelles étaient ces craintes, et c'est pour ça qu'à l'issue, on s'est dit c'est nécessaire d'élaborer ce travail de co-construction avec les collègues, avec les communes, avec les directeurs, pour identifier quelles sont les plus-values, mais aussi les risques de ce déploiement de l'IA, et de construire cette charte qui permettra d'encadrer le déploiement de l'IA. Et toute cette approche, en fait, c'est une approche formative, parce que on se sensibilise, on expérimente, et en même temps on se forme, parce qu'il y avait des webinaires de formation et d'accompagnement des collègues à l'usage de cette IA, à peu près tous les un mois et demi, on proposait un webinaire de prise en main ou d'approfondissement des fonctionnalités, et on évalue. Donc à travers toutes ces étapes de déploiement de l'IA, on forme, on apprend à comprendre, on rentre, en fait, c'est en mettant les mains dans le cambouis, on comprend ce que c'est qu'une IA, et ce que ça n'est pas aussi. Donc on a eu cette approche-là, puis on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut passer un cap supplémentaire. Il va falloir accompagner sur des cas d'usage métiers. Je parlais tout à l'heure de la relation usager, et le fait qu'on développait un assistant avec le réseau d'accueil. Peut-être qu'on va adresser à un moment des publics, je sais pas, des assistantes, d'autres types de publics, pour construire avec elles, en fonction de leurs besoins, si elles le souhaitent, les usages qu'elles pourraient avoir de manière peut-être plus intéressante pour leur métier. Et ça aussi, ça fait partie de la formation. On fera peut-être des formations sur mieux prompter, savoir prompter, parce que du coup c'est plus efficace et moins énergivore, et puis c'est moins déceptif, parce que si on met juste un mot d'un moteur d'IA comme on mettrait d'un moteur de recherche, ça peut être extrêmement déceptif. Donc apprendre à prompter. Voilà, tout ça, ça va faire partie d'une logique de formation. Et on a des obligations avec l'IA que tu identifiais tout à l'heure, nous, collectivité, vous, entreprise, à former, à accompagner non seulement les agents, mais aussi les gens qui vont utiliser nos outils d'IA, donc les habitants, et on retourne sur l'intérêt des cafés IA aussi, pour que chacun se saisisse aussi de ces questions-là. Et ça fait partie d'une obligation réglementaire portée par l'Europe,
qu'on appelle l'article 4, qui oblige à informer des usagers de l'usage de l'IA. Alors oui, on a déployé notre chat GPT interne, qui est composé de plusieurs fournisseurs, et on a octroyé l'accès à cette plateforme qui est sécurisée. C'est-à-dire que ce qu'un agent fait sur cette plateforme lui appartient. Il va pouvoir interagir avec cette plateforme, avec son chat GPT, travailler des dossiers, faire des synthèses, faire des quiz. Je pense à des managers, par exemple, qui vont accueillir des nouveaux entrants à la SNCF. Ils peuvent très bien faire une sorte de quiz sur la sécurité ferroviaire, par exemple. Voilà. On a essayé de trouver dans cette plateforme des fonctionnalités qui allaient les aider au quotidien. Première chose. Parce que je suis bien que ça soit utile, efficace également. Donc, on a d'abord lancé des formations. Comprendre ce qu'est l'IA. On parle de quoi lorsqu'on parle d'IA? Tout bêtement, la définition qui a été annoncée au début, oui, c'est vrai que cette définition, c'est la plus simple possible, je trouve. Elle est efficace, elle est parlante. Après, on a parlé de moyenne, d'algorithmes, de données, de biais, d'hallucinations, de confiance aussi, accordée ou pas, de manière d'interagir avec l'IA, dire qui je suis, pour qu'elle comprenne bien le niveau d'exigence que j'ai par rapport à cet outil. Donc, toute cette phase d'acculturation a été préalable à maintenant on va vous livrer un outil. On a également on a demandé à chaque agent de signer une charte d'utilisation pour que comme on accorde une confiance en système, enfin, le pendant c'était un petit peu d'engagement de leur part aussi. Donc ici, une charte. On ne fait pas tout et n'importe quoi sur l'IA. Donc aujourd'hui, on a à peu près 150 000 collaborateurs qui utilisent qui ont accès à cette plateforme. Il y en a à peu près 35 000 qui l'utilisent maintenant au quotidien, avec des gains assez significatifs sur leur fonctionnement quotidien, faire des résumés, faire des prises de parole, faire des analyses documentaires, beaucoup de gestion documentaire qui sont utilisées par nos agents, mais pas que. Et maintenant, on est au stade de création d'assistants. Au début, on interagit avec le chat GPT, on fait des prompts, on fait des questions, et maintenant, on crée des assistants métiers. Au début, il y a eu un côté waouh, c'est intéressant, puis un petit côté déceptif, mais on voudrait aller plus loin. Le aller plus loin, c'est travailler maintenant avec les métiers, les achats, les RH, les juridiques. Oui, tous ces métiers-là ont des besoins spécifiques. Donc là, maintenant, on développe des assistants métiers et on obtient un niveau de performance encore plus élevé. Et je crois que le point de départ, c'est de tester cette plateforme, mais en étant formé et encadré. C'est ensuite de créer des assistants et d'interagir avec les assistants. Aujourd'hui, on a, par exemple, on reçoit beaucoup d'appels d'offres à la SNCF. On a créé un assistant qui sert à analyser l'appel d'offres. Par contre, on insiste bien que celui qui contrôle et qui donne le go au final, c'est l'expert, c'est l'agent. Donc, on veut surtout pas que ce soit un outil déresponsabilisant. C'est un outil qui accompagne une expertise. De l'IA sans expertise, ça peut être périlleux. Il faut toujours garder le contrôle du véhicule. Alors, je rebondis sur le côté retour. Dans des grands groupes, je pense que ça va aussi pour les collectivités, il n'y a pas de changement si, entre guillemets, les agents de terrain sont impliqués. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des retours des cheminots sur oui, mais cette IA, on pourrait peut-être la travailler différemment. Mais pourquoi on n'a pas une IA qui nous permettrait de travailler cette tâche-là qui est répétitive et qui nous éloigne de nos corps de métier? Aujourd'hui, on a des managers, par exemple, comme dans tous les grands groupes, on a stratifié, on a complexifié, on a des dirigeants, des chefs de gare qui démarrent leur journée aujourd'hui avec une quinzaine d'applications à gérer. Donc on a développé aussi des IA pour simplifier leur travail, leur permettre de faire en sorte que les tâches qui sont répétitives et à moindre valeur ajoutée soient traitées par de l'IA, ce qui leur permet de gagner entre 1, 2, 3, 4 heures par semaine et de les réinvestir dans leur rôle de manager, c'est-à-dire s'occuper de leurs agents, les faire monter en compétences et aller aussi voir ce qui se passe dans leur gare, d'aller au contact du client. Et là, ils nous ont dit, ça c'est utile.
une IA qui nous sert à nous dégager un peu de ces tâches chronophages et qui finalement nous recentre sur notre cœur de métier. Je pense que si on ne donne pas du sens, si on ne donne pas un cap, ça reste un gadget, et un gadget qui peut être mal utilisé, donc énergivore. Donc ça, pour nous, c'était très important. Et l'autre partie de la question, pardon, c'était... Sur la gouvernance, justement. Alors, la gouvernance, très importante. Bon, déjà, nous, on a un comité de direction qui a été très à l'initiative sur ce sujet. Tout de suite, on a créé un comité IA. À la SNCF, il y a 7 sociétés anonymes. Gare et Connexion, Réseau, Voyage, je vais pas toutes les énumérer. Il y a un dirigeant de chacune de ces sociétés qui est présent dans ce comité. Et dans ce comité, très vite, on a mis une entité qui était un peu moins connue, mais qui est très importante, c'est l'éthique. Donc l'éthique fait partie de ce comité. Et donc ce comité décide des orientations stratégiques sur l'IA. L'éthique a un regard averti sur ces sujets. Et d'ailleurs, nous avons aussi créé des référents éthiques dans chacune des SA. Je suis référent éthique, par exemple, pour Voyage. Donc je fais en sorte de vérifier que nos IA respectent les engagements de l'IA Act, respectent aussi notre charte de l'éthique. Nous, la charte éthique Equitia est libre de droit, donc elle est disponible sur Internet à tout un chacun. Donc voilà, elle a inspiré, je pense, des collectivités, voilà, ou des sociétés pour effectivement faire leur charte à eux. Et la SNCF a créé justement tout ce process tout seul. Mais du coup, il y a quand même un dialogue entre Equitia et la SNCF, notamment sur des outils, puisqu'on a un label donc, qui a été produit suite à la charte éthique pour labelliser des projets. Donc il y a notamment voilà, un travail qu'on a fait conjointement avec la SNCF qui est de labelliser une des applications de la SNCF qui s'appelle Fertic. Donc Fertic, c'est une application qui existe par ailleurs, mais en tout cas, la SNCF a utilisé Fertic pour la région Occitanie et a justement mis en place une éthique pour cette application-là, notamment qui utilise des données des personnes, leur géolocalisation. Et donc il y a eu tout un travail de conception de l'application, de sa modification, en tout cas pour ne pas conserver les données, pour que les données soient les plus... qu'on prenne que ce qu'il faut, que ce soit anonyme, etc. Et que du coup, on puisse justement être sûr que cette application respecte les principes éthiques de notre charte à nous, qui sont un peu 360, c'est sur l'environnement, la sécurité des données, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, c'est assez multifonction. Et donc, par exemple, Fertic respecte tous les principes de la charte éthique. Et là, justement, un autre outil de la SNCF est en cours de labellisation aussi, alors pas du tout du même type. Mais du coup, il y a quand même ce travail-là de la SNCF et on travaille avec eux justement sur plein d'autres projets, notamment sur l'éthique. Alors nous, on travaille plutôt sur projet. Donc effectivement, c'est plutôt une montée en compétences et du transfert de compétences de notre part sur des projets. Donc on travaille par exemple avec Rennes Métropole sur un projet qui s'appelle City Orchestra, qui est un projet multi-partenaire. Donc il y a Rennes Métropole, mais il y a aussi des départements bretons, des petites collectivités. Enfin, c'est vraiment un projet où il y a une vingtaine de partenaires de tous ordres. Et justement, on a aidé au montage de la gouvernance de ce projet. Donc City Orchestra, c'est un projet pour mieux piloter la transition écologique à base des données et des outils qui sont déjà présents, notamment à Rennes Métropole, mais du coup qui sont aussi utilisés par d'autres entités. Et donc voilà, c'est vraiment multi-partenaire, multi-données, et là on a effectivement aidé à monter tout ce projet multi-partenaire, le partage des données, le partage des outils. Donc on a cette dimension-là pour que finalement ces projets-là, multi-partenaires et notamment avec des acteurs publics, restent éthiques, impact positif pour la société, et qu'il y ait une répartition aussi des produits qui peuvent être faits, que voilà, toute la documentation, la valeur éventuelle qui peut être faite, où les données soient équitablement partagées ou mis en libre pour tout le monde en fait, voilà, que tous les citoyens puissent aussi en bénéficier. Ce qui est prévu au niveau du SICOVAL, c'est, on va attendre la prochaine mandature, là c'est sûr que c'est pas le moment d'aller faire voter une délibération sur la manière dont on va
déployer l'IA au sein du Scoval, donc ça fera partie de la prochaine mandature, donc une stratégie en fait autour de l'IA et peut-être plus globalement de la donnée, parce que finalement l'IA c'est avant tout de la donnée, donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir sur la manière dont on veut utiliser la donnée au sein du Scoval. Et on a un projet aussi qui est de pouvoir à minima arbitrer les projets avec un radar qui est proposé par une société qui a travaillé avec plein de collectivités, qui permet d'identifier en fonction de ces objectifs. Est-ce qu'on est plus sur de la frugalité, est-ce qu'on est sur de la montée en compétences, est-ce qu'on est sur des problématiques d'éthique, etc. De pouvoir identifier ces projets qu'on a, le cas d'usage, l'envie qu'on a, le service ou ce qu'on veut développer, où ils se situent et ce qui correspond au cadre que l'on souhaite déployer au sein du Scoval. Donc ces outils-là, on va les déployer au sein de cette stratégie. Donc on sera plutôt sur une stratégie, on va dire 2026 ou début 2027, avec la nouvelle gouvernance. Mais en tout cas, oui, une des premières étapes, c'est cette charte de bonne pratique. On peut la déployer là sans souci. Et ensuite, ce sera cette étape d'organiser le déploiement de l'IA, une IA utile et non pas utile, qui servent le territoire, qui servent les citoyens, qui soient vraiment au service d'eux et qui ne soient pas consommatrices d'énergie, d'eau, de ressources, etc., sans avoir un objectif précis. Et les deux objectifs qu'on s'est cités quand même, c'est la transition écologique. Donc les IA qu'on développe, que ce soit les IA génératives ou IA plus classiques, on va dire, détection des fuites d'eau, par exemple, là on est vraiment au niveau de la transition écologique, ou au service de la performance publique. Donc les deux IA qu'on a déployées jusqu'à maintenant, c'est DELIA, dont je parlais tout à l'heure, sur la performance publique. Et la deuxième IA, c'est la détection des fuites d'eau avec une société qui s'appelle Liquidity et qui nous a permis d'économiser en 10 jours l'équivalent de la consommation annuelle de 950 ménages. Donc on a une économie, un ROI aussi financier de 96 000 €, mais avec cette IA qu'on a appliquée sur le modèle, sur notre système d'information géographique, on a détecté 12 fuites d'eau en 10 jours. Donc c'est quand même un bénéfice énorme. Et là donc, c'est au bénéfice de l'ensemble du territoire. Dernier retour de Christian sur les questions de gouvernance. Il y a un acteur que j'ai oublié, tu m'en veux un peu d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des dizaines de solutions d'IA chaque jour qui arrivent sur le marché. La SNCF, c'est plus de 500 métiers différents, donc on est très sollicité par ces fournisseurs de solutions. Ils viennent de tout horizon. On espère qu'ils soient le plus européens, voire français possible. Aujourd'hui, effectivement, ils viennent de tout horizon. Et on est hyper sollicité. On a, dans notre gouvernance, fait appel à des experts, parce que qui parlent d'IA, parlent d'algorithmes et de boîtes noires. Il y a de la donnée, vous avez bien compris, elle est travaillée dans cette espèce de boîte noire et elle est ensuite redistribuée. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire? Aujourd'hui, on le sait, plus ou moins. Donc, il y a un acteur qui est important, c'est des partenaires qui vont analyser cette boîte noire et vous dire est-ce qu'elle comporte des biais ou pas. Il y a des entreprises qui ont fait des recrutements et au final, les recrutements étaient biaisés. Pourquoi? Parce que l'algorithme comportait un biais. Donc, pour nous, il est très important, sur des IA sensibles, de tester aussi l'algorithme. Est-ce que le résultat qu'il produit est conforme? Est-ce qu'il comporte un biais ou pas? Est-ce qu'il comporte un déficit de sécurité ou pas? Et là, on fait appel à des mathématiciens, des experts également de l'IA. Et c'est un acteur important parce que vous pouvez avoir un fournisseur qui va vous dire « Mon algorithme ne comporte pas de biais, je l'ai testé, je respecte l'IA Act. » Mais comment on peut être certain? Et qui prend la responsabilité au final? Lui en tant que fournisseur, parce que l'IA Act s'impose. Et la SNCF joue aussi un rôle, peut avoir un enjeu réputationnel, un enjeu de sécurité, un enjeu financier. Donc pour nous, c'est aussi un acteur très important face à une technologie qu'on maîtrise. Il faut l'avouer, on ne la maîtrise pas complètement encore. Il y a une partie qui est très complexe. Il faut aussi savoir s'entourer de compétences en interne, de sachants, mais aussi savoir faire appel à des compétences en externe. Et actuellement, nous avons lancé un appel d'offres, justement, qui est en cours en ce moment, où des partenaires externes vont nous aider à comprendre ce qui se passe aussi dans cette boîte noire. Donc c'est très important de savoir s'entourer de compétences dès lors qu'on parle d'IA. Merci à vous tous, merci aux intervenants, bravo. Merci à vous.